On va essayer de rentrer dans notre timing et vous libérer vers aux environs de 10 heures. On présuppose que vous avez tous un travail derrière. Et cette matinale, en fait, est reprise dans le thème. Si certains d'entre vous ont eu le plaisir déjà de participer à quelques-unes que nous avons réalisées l'année dernière, en fait, nous avions pris comme rythme de construire différents ateliers, 4 par an, avec des thématiques bien centrées effectivement sur la data et le domaine de l'immobilier. Et ce matin, en fait, on a le privilège déjà d'accueillir une belle école qui s'appelle l'ESSEC. J'accueille d'ailleurs au sein de cette école, j'accueille 2 amis qui m'ont fait l'honneur et qui m'ont demandé de les rejoindre il y a un peu plus de 10 ans de ça pour travailler avec eux sur un thème qui est celui de l'analyse de la valeur immobilière. Et je vais citer Jean-Paul Lovenbruck, qui était anciennement vice-président de CBRE et qui m'avait demandé de collaborer et de réfléchir avec lui sur ce thème, et le professeur Patrice Noisette, donc de l'ESSEC, avec qui je travaille hebdomadairement en fait sur ces sujets de valorisation immobilière. Et je laisserai Patrice expliquer, exprimer un peu plus profondément en fait toute l'activité qui se déroule au sein de l'ESSEC. Et l'apport qu'une grande école comme celle-ci peut faire sur ce thème de la valorisation immobilière. Alors on a un petit entre-deux qui est assez sympathique, où j'ai demandé à 2 personnalités, Maurice Gauchot, donc je le présenterai un petit peu plus tard, et Blaise Horteux, d'avoir un regard croisé sur un sujet qui nous anime tous. Je crois que le numérique aujourd'hui est rentré très très largement dans nos activités, et voir un peu l'impact de ce numérique et des data, et l'expression en tout cas que Maurice Gauchot et Blaise Horteux pourront nous en faire au niveau de ce débat. Donc on va lancer ça. Et donc mon atelier, je suis pas très organisé, j'ai pas de petites zapettes, j'ai rien du tout. Si quelqu'un avait une zapette dans la salle à me prêter, je serais tout à fait honoré et ravi, ça me plairait, ça serait plus simple. Donc notre agenda va se lancer, puisque vous êtes à peu près tous là, je présuppose. Donc nous démarrons notre matinée. Alors vous dire que l'immobilier est en train de se numériser, certes. Aujourd'hui, on est en train de collecter de la data, on est en train de structurer celle-ci. Un petit chiffre qui est, je trouve, intéressant. En fait, on a une connaissance digitale numérique donc, de cet immobilier qui est inférieure à 10% sur notre territoire. Et pourtant, quand on parle d'immobilier, très obligatoirement, on parle forcément de data, on parle d'information, on va parler de mètres carrés. Ah, c'est super. On va parler, avec les mètres carrés, on va parler également de transactions, de valeurs. Et donc, déjà, et depuis toujours, le marché de l'immobilier donc, a dû se nourrir de ces informations et de ces datas. C'est leur structuration aujourd'hui qui va nous intéresser plus particulièrement. Voilà, écoute, mon cher ami Patrice, je vais te passer. Merci Michel. Oui, pour vous dire quelques mots du cadre très original dans lequel se situe effectivement ce petit déjeuner. Donc, comme Michel vient de le rappeler, la Foncière numérique avait effectivement inauguré l'an dernier l'organisation de ces rendez-vous un peu de l'immobilier digital. Nous poursuivons ensemble maintenant dans le cadre d'un partenariat entre l'ESSEC au travers de la chaire d'économie urbaine et du master spécialisé management urbain et immobilier et de la Foncière numérique, que vont très prochainement rejoindre plusieurs grandes entreprises. Et nous l'appelons l'Observatoire des valeurs immobilières. Le moteur de ce partenariat, c'est un programme de recherche et développement qui est consacré au thème du pilotage par la valeur des actifs et des patrimoines immobiliers. Mais ce programme est aussi le levier pour d'autres actions. En particulier, nous créons l'an prochain au sein du master spécialisé un certificat de spécialité sur le thème de la transformation des métiers de l'investissement et de la gestion de l'immobilier. Ce sont aussi, donc c'est l'animation de ce lieu d'échange sur la transition digitale de l'immobilier, ces petits déjeuners, donc, pour lesquels nous réaliserons des actes à chaque édition et qui seront augmentés par d'autres apports.
Et puis, nous travaillons à d'autres actions en matière pédagogique et en matière de valorisation. L'esprit de ce partenariat, c'est d'abord de permettre aux étudiants d'être directement et dans le cadre même de leur formation des acteurs de la transformation des métiers qu'ils vont rejoindre. Et c'est pour ça que ce sont eux qui sont au cœur de toutes les actions que je viens d'évoquer. C'est aussi de permettre aux entreprises, à vous, de mieux anticiper les changements qui sont en cours, de se les approprier avec réalisme entre ceux qui disent d'un côté que la singularité est pour demain, d'autres qui disent que le numérique finalement ne change pas si fondamentalement les choses que cela, et de pouvoir les inscrire dans leur stratégie. La transition numérique pour nous, ça n'est évidemment pas un choix, elle est là, mais en revanche de l'attendre, de la subir ou d'en faire un levier de développement, ça c'est un choix. Et si nous formons ensemble les jeunes que vous allez recruter, ils seront effectivement les meilleurs acteurs auprès de vous pour agir sur ces leviers. Nous vous présenterons tout à l'heure quelques résultats actuels du programme de recherche et développement. Nous avons de très grandes ambitions ensemble avec la Foncière sur ce programme. En une phrase, en fait, il s'agit de pouvoir créer la maquette économique numérique d'un actif et d'un patrimoine et de pouvoir greffer dessus de nouveaux outils de gestion, de valorisation, de négociation pour l'ensemble des métiers qui sont concernés. L'espace numérique, l'univers numérique, c'est la possibilité en effet de relier directement le physique et l'économique. C'est la possibilité d'agréger des données diverses en respectant la confidentialité de ces données pour chacun de ceux qui les met au pot et de permettre finalement de cette manière à des parties en négociation, par exemple, de pouvoir disposer d'un ensemble complet et fiable de données sans avoir à les connaître toutes. C'est pouvoir relier des paramètres de décision stratégique patrimoniale à des paramètres de gestion au quotidien d'un immeuble, ou c'est encore, par exemple, tous ces éléments sur lesquels nous travaillons, de pouvoir tester des scénarios temporels, et je ne parle pas ici des algorithmes prétendument prédictifs. Donc tout ça, on le voit bien, dépasse de beaucoup la feuille Excel, qui a certainement fait son temps. Mais ce partenariat, c'est aussi, et je crois que c'est important pour nous, des valeurs communes. Parce que, par exemple, mieux pouvoir rassembler et prendre en compte l'ensemble des facteurs de création de valeur internes et externes, c'est notamment permettre aux acteurs, aux entreprises, de pouvoir avoir des positionnements et des stratégies plus différenciées. Et ça, c'est à mon sens essentiel si on veut pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises, à la diversité de ces besoins, à la diversité des besoins des ménages et à la diversité des territoires. Si on peut augmenter l'information et augmenter la capacité de jugement des professionnels, on va aussi contribuer de cette manière-là à un meilleur fonctionnement des marchés, à une meilleure efficience. Et c'est pourquoi je suis heureux aussi que la RICS, qui accrédite le master spécialisé et qui partage bien sûr ses objectifs, ait bien voulu nous accorder son patronage pour ces petits déjeuners. Et je l'en remercie. Et je suis très heureux de vous souhaiter une très bonne matinée. Merci mon ami. En fait, pour moi qui suis entrepreneur et qui ai quitté l'université il y a quelques années, en fait, me retrouver dans ce bain avec ces étudiants chaque année, où nous travaillons d'octobre à mai, nous a permis, en tout cas, de construire une matière analytique qui, j'espère, vous intéressera, puisque ce seront les étudiants eux-mêmes qui auront l'opportunité de vous présenter le résultat de leurs travaux. Et personnellement, cette année, je suis très très fier du travail qu'ils ont réalisé. Et donc, je suis très heureux pour eux qu'ils puissent vous présenter ce travail, qui est d'une très très belle qualité. Alors, on va rentrer progressivement dans ma matinée. Je vais essayer de m'organiser un peu pour que le numérique fonctionne. C'est extraordinaire. Voilà, il ne nous lâche pas. Donc, si le numérique fonctionne, je vais progressivement donner la parole donc, à mes deux débatteurs. L'idée véritablement, deux business models en fait ont existé en France, en tout cas existent en Europe principalement. Quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y a très longtemps en fait qu'on publie de l'information sur l'immobilier, qu'on a une connaissance
importante, je ne dis pas parfaite, mais en tout cas importante de cette matière immobilière. Quand on est en France, on a quand même l'habitude de cacher en fait le montant de ses loyers, de ne pas connaître avec certitude et précision les surfaces qui sont allouées. Et donc, est-ce que c'est cela qui favorise la marge ? Est-ce que c'est cela qui a lancé la spéculation ? Je pense que nos amis vont nous en parler un petit peu mieux. Et je vais vous présenter donc Maurice Gauchot, donc, qui était l'ancien président de CBRE, qui a travaillé sur cette matière immobilière depuis quelques décennies, qui a connu et construit en fait toutes ces mécaniques de montage, d'analyse, de transaction, d'acquisition, de cession, d'opérations immobilières, et donc qui a un parcours très important, qui est en plus économiste, donc qui a une vision très, en même temps très précise de par cette formation sur cette matière immobilière. Et en face, avec ce regard croisé, je vais demander à Blaise Heurteux, donc, qui lui est un mineur. Lui, il a travaillé pendant plus de 10 ans avec la pelle et la pioche. Et il est allé chercher des données un peu partout pour arriver à consolider donc, une base fiable sur la connaissance et la compréhension en fait, de cet immobilier réparti sur le territoire national. Et je pense qu'il nous en dira quelques mots. Et pour introduire en fait, ce débat, on va essayer de rentrer dans quelques éléments de définition, comprendre et connaître en fait, cette data. Donc essayer de déterminer une première définition, de cette définition voir un peu la taille du marché sur lequel on intervient, puisque ce marché, le connaît-on véritablement ? Il y a quelques années, quand on nous demandait combien de mètres carrés en France, on parlait de 3,7 milliards. Et Blaise travaille sur une matière qui représente à peu près 2,4 milliards de mètres carrés. Donc on va voir pourquoi ces différences, où se situent-elles. Et 1,3 milliard, ça pèse quand même. Hein, donc il faut essayer de retrouver quelques définitions et quelques compréhensions. Bah, écoutez, messieurs, moi je vais vous laisser démarrer. Qui veut démarrer Blaise, tu vas démarrer sur la définition. C'était ton souci, effectivement, de permettre à tout le monde de connaître et de comprendre ce secteur et donc déjà de définir la data. Merci Michel. Juste un mot avant, pour ceux qui ne connaissent pas HBS, ça fait effectivement 13 ans qu'on travaille sur, au départ de l'open data, c'est-à-dire le fait de croiser tous les fichiers, et merci Napoléon, parce que Napoléon a pas mal structuré la data, mais comment on arrive à croiser tous les fichiers pour essayer de décrire les immeubles, sachant qu'on part des matrices cadastrales, qu'on croise avec des fichiers de l'INSEE, on essaie de reconstituer les organigrammes, donc tout ça c'est essayer de modéliser ce que c'est qu'un immeuble à partir de la data. Et à partir de là, c'est vrai qu'on a une vision assez globale, et la vision globale nous permet d'essayer de prendre un peu de la hauteur par rapport à toutes ces informations. Et ayant travaillé pendant pas mal d'années aussi au sein d'Atisril à l'époque, c'est vrai qu'on avait une vision sur les études ou les indices ou toute la data qu'on était susceptible de donner, mais qui était très orientée flux. Donc quelque part, dans ces métiers-là, on avait une vision plutôt sur les flux que sur les stocks. Donc on allait vous parler du stock, mais quand on parlait du stock, c'était toutes les offres en cours. Quand vous allez vous parler de la demande placée, donc on allait regarder tout ce qui était transactionnel. Et là, avec cette approche un peu, nous, décrivant les immeubles, on s'est aperçu d'un certain nombre de données. Donc, j'ai essayé de lancer un peu le débat, mais avec une logique qui était de dire, si on regarde effectivement tous ces immeubles et qu'on arrive, on essaye de qualifier ce nombre de mètres carrés de bureaux, ce nombre de mètres carrés, la part des institutionnels, quels sont les besoins des entreprises, on arrive à quelques chiffres comme ça globaux, qui est de dire que, par exemple, du côté investisseur, nous, on connaît à peu près 200, 300 investisseurs institutionnels. Quand on regarde quel est leur patrimoine par rapport à la totalité du parc bureau, par exemple, ou immobilier professionnel, on s'aperçoit qu'en cumulant, on a à peu près 50 millions de mètres carrés détenus par ces investisseurs-là, sur un parc qui fait, donc on est à peu près à 10% de ce parc-là. Donc, quelque part, on peut se dire que les institutionnels ont un impact sur à peu près 10% en nombre de mètres carrés par rapport global. Et si on fait la même chose du côté des utilisateurs, on s'aperçoit que si on prend les directeurs immobiliers des grands groupes, on s'aperçoit que globalement, on crée une fonction immobilière dans des grands groupes à partir du moment où on a plus de 120 implantations en France. Et plus de 120 implantations, quand on regarde le nombre d'implantations de ces grands groupes, on s'aperçoit qu'ils représentent en fait que 6% du nombre d'implantations en France. Donc, quelque part, la vision professionnelle qu'on a pu avoir à travers les métiers de la transaction sont très orientés flux
est très orienté, comment dire, les grosses opérations, les opérations visibles, les opérations avec les grands décideurs. Et quand on essaye de prendre du recul et se dire, mais en fait, c'est quoi ce marché de l'immobilier d'entreprise, on s'aperçoit que globalement, on n'a qu'une vision parcellaire de ce marché-là. Donc, quelque part, cette confrontation de vues, et j'aimerais bien avoir l'avis de Maurice, c'est vrai qu'on a une vision qui est un peu différente, et grâce à la data, on arrive à quantifier les choses et à se dire, bah, en fait, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on connaît. Merci. Bon, aujourd'hui, c'est un peu les anciens et les modernes. C'est une posture, hein. Ça ne veut pas dire qu'on défend forcément le point de vue opposé. Alors moi, je suis les anciens aujourd'hui. Bon, ce n'est pas absurde compte tenu du temps que j'ai passé sur ce marché. Je voudrais juste vous permettre, parce que là, on a parlé d'avenir, je vais juste mesurer le chemin parcouru. Tout de suite, Blaise a parlé d'Atis. Alors Atis, ça ne dit pas grand-chose. C'était Auguste Thouars. Je ne sais pas si ça fait sonner des cloches. Il y a quelques anciens d'Auguste Thouars dans la salle. Moi aussi, j'en suis un. J'ai passé 19 ans avec le papa de Blaise. Vous vous rendez compte, juste pour situer le truc, quoi, hein. Bon. Et quand je suis arrivé dans cette maison, j'ose pas dire la date, je ne le dirai pas. On parlait beaucoup du fichier d'Auguste Thouars, parce que bon, les gens nous disaient on va vous donner un mandat parce que vous avez un fichier. Et en fait, la blague, au bout d'un an ou deux, c'est qu'on se demandait toujours où était le fichier, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, et on a commencé progressivement à le constituer. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour améliorer la vision, la visibilité, la profondeur, la connaissance, la profondeur du marché, qui sont les suivantes. D'abord, dans beaucoup de métropoles ont été créés des observatoires de l'immobilier. Le plus célèbre, c'est l'ORIE, l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise en Île-de-France, qui est celui qui a comptabilisé, et qui continue d'ailleurs de comptabiliser le parc tertiaire. Alors c'est assez marrant parce que moi j'étais président de ce truc-là aussi à un moment, on disait qu'il y avait à l'époque 52 millions de mètres carrés, alors qu'une année c'est 57, après ça revient à 55, après c'est 53, etc. C'est excessivement difficile d'arriver à mesurer la taille d'un parc, et donc on est arrivé à quelque chose, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Ensuite, dans les autres choses qui ont été faites, ça c'est plus particulier à la France, hein, quand j'ai raconté ça à mes collègues, à mes patrons américains, on dit mais on n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Sous l'impulsion d'un de nos concurrents, en l'occurrence, c'était JLL à l'époque, le patron de JLL, que je salue au passage, hein, mon ami du passage, qui un jour vient nous voir chez Auguste Thouars et nous dit on va un jour courir un risque si des gens s'approprient les données des transactions, les données du parc, etc. On risque ce qu'on appelle la désintermédiation, et il faut éviter ça. Alors nous, on le regardait avec des grands yeux, parce qu'on était un petit peu plus en retard que lui sur ce sujet. Et il faut éviter ça, il faut qu'on mette en commun nos offres et en commun nos données de marché. Ce que nous avons fait. Ce que très peu de pays ont connu jusque-là. C'est-à-dire que ici, les professionnels ont essayé de donner plus de transparence au marché par eux-mêmes. Alors, tout ça, malgré tout, on peut considérer que c'est assez lent, c'est assez loin de ce que Blaise a fait, hein. Il a une visibilité beaucoup plus large. En même temps, moi, je vais défendre, je suis là pour ça, un point de vue opposé, et je vais dire que, bon, au fond, s'il y a des gens qui viennent de cette charmante ville, n'y voyez surtout pas d'injures. Je me fous un peu des transactions qui se passent à Romorantin. Je pense que celles qui comptent sont celles qui se passent sur des marchés structurés. Et au fond, d'avoir une connaissance profonde, précise, que des marchés structurés, c'est déjà pas si mal. Merci pour cette intro. En tout cas, ce qu'on peut déjà noter, c'est que nos deux acteurs, hein, et n'y voyez pas de consanguinité, hein, même si Maurice a travaillé avec le père de Blaise et que Blaise effectivement est tombé tout petit dans ce bassin en fait de l'immobilier. Moi, je note juste un écart de chiffre en fait qui représente 10%. Et ce chiffre de 10%, on va le retrouver très souvent dans les évaluations immobilières que l'on va réaliser. On va toujours être dans une approche approximative de 10%. Alors vous voyez, quand on parle de 2,4 milliards de mètres carrés, ou quand on parle de 500 ou de 800 euros au mètre carré, 10%, ça représente en taux de capi, donc des valeurs qui peuvent être importantes, et les mètres carrés qu'on laisse sur le côté peuvent être tout aussi importants. Ce qu'on note déjà, c'est de la part de Maurice, c'est déjà d'identifier en fait les marchés actifs, là où il y a une transaction et là où il y aura de la valeur,
Et en fait, à côté, la capacité de pouvoir construire progressivement une base structurée qui puisse servir à tout le monde. Donc si on continue, on a identifié un peu la taille, identifié un peu la donnée, on a cette data. Eh bien, est-ce qu'elle va influencer le cycle de vie de cet immobilier sans trahir de secret, Blaise et moi travaillons ensemble sur le projet de la foncière numérique. Et quand Blaise est venu nous rejoindre et a réfléchi avec nous sur le développement de ce concept de création en fait, d'un avatar numérique sur l'immobilier pour avoir une donnée beaucoup plus structurée et précise de cet immobilier, Blaise me regardait en me disant mais il n'y a de la valeur que dans la transaction, quoi. Il n'y a que dans la transaction qu'il y a de la valeur. Et moi je disais à Blaise mais il y a aussi de la valeur dans l'exploitation et dans tout ce cycle de vie, donc je te donne la parole, mon cher ami. Juste un point par rapport à ce que tu disais, Maurice. Ce qui est assez amusant entre l'ancien et le moderne, ou la vision volumique et la vision concentrée sur là où il y a des marchés, c'est que je pense que la différence entre le digital et quelque part l'approche traditionnelle, on est vraiment dans la différence entre l'artisanat, l'orfèvrerie et l'industriel. Et je pense que l'approche globale, en fait, elle a, comment dire, elle n'a pas le même business model. C'est-à-dire que là où les brokers ou les métiers de la transaction travaillaient beaucoup sur la partie valorisation, c'est-à-dire à la limite, il vaut mieux travailler avec un Gecina ou avec un Unibail parce qu'il va nous générer du flux, parce que les opérations vont être plus grosses et parce qu'on va marger plus et parce qu'on compte en coût de production du temps humain. Le digital, lui, va raisonner en volume. Et il va dire, attends, et c'est là où on voit des brokers en résidentiel qui facturent du coût fixe. Ils facturent à 5 000 euros, quelle que soit la transaction, ou 2 000 euros, quelle que soit la transaction, parce que ça va être du temps machine. Et le temps humain, il est très limité. Donc, quelque part, ces deux approches du même métier qui est de la transaction vont avoir des business models différents. Il y en a un qui va travailler sur le volume et qui va dire, bah, moi, j'essaye d'industrialiser la tâche et donc limiter le coût humain pour que derrière, bah, ça soit du temps machine qui coûte moins cher. Et je vais bien adresser peut-être le marché de la petite et moyenne section, surface et ce genre de choses. Et le marché de l'orfèvre et de l'artisan qui va travailler sur des grosses opérations et qui va l'approcher avec une valeur ajoutée qui est différente. Donc ça, c'est mon point de vue. Mais voilà à peu près comment je vois l'évolution. C'est-à-dire qu'on passe d'un marché artisan orfèvre à un marché industriel. Et par rapport à la question sur le cycle de vie, c'est vrai que quand Michel a démarré la foncière, je lui disais, mais concentrons-nous sur les éléments qui ont un lien avec la valorisation. C'est-à-dire que quand vous regardez un peu toutes les business models qui ont été créés, ils tournent autour du BIM et ce genre de choses, ils tournent autour de la technique. Donc on approche cette digitalisation de l'immeuble par la technique. Et moi j'avais dit à Michel, non, il faut l'approcher par la finance, parce qu'à ce moment on parle le même langage que les clients. Et si ça se trouve, quand on regarde tous les éléments de l'immeuble, il n'y a que 20% des éléments qui représentent 80% de la valeur. Et donc quelque part, si on se concentre sur ces 20%, on va répondre à ce besoin des financiers, des investisseurs, qui est de raisonner par rapport à la valorisation. Et avec une double approche, et c'est là où Michel me disait, oui, c'est que quand on discutait sur la transaction ou la gestion, où il y a la création de valeur, à la limite, ces deux mondes aujourd'hui sont en train de se rapprocher parce que le digital permet ce rapprochement. Il permet de gérer aussi bien les CAPEX, de connaître les CAPEX et de les rapporter dans une vision financière. Donc, quelque part, que ce soit la gestion, que ce soit la transaction, ce qui est certain, c'est qu'il faut derrière déjà parler le même langage que ses clients, parce qu'en général, c'est plus facile. Et puis, deux, se concentrer sur là où il y a de la création de valeur. Et donc, quelle que soit la gestion, que ce soit la gestion ou la transaction, c'est toujours les éléments constitutifs majeurs de l'immeuble qui vont donner de la valeur. Alors, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord. Donc, je vais quand même trouver 2-3 choses à dire. D'abord, on parle tout le temps de création de valeur. Ça, c'est quand il fait beau. Il ne fait pas toujours beau. Et quand il ne fait pas beau, on est content de préserver la valeur. Et j'insiste là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a deux types de données. Il y a les données marché, il y a les données immeubles. Les données marché, on voit à peu près qui les détient. On a parlé des brokers, on peut parler des notaires, on peut parler des avocats et des propriétaires. Et puis les données immeubles, toujours pareil, des propriétaires et puis globalement tous les prestataires. Et la création de valeur via le marché, bien sûr, est évidente. On dit que c'est le moment de vendre, c'est le moment de restructurer, d'aller chercher des loyers plus élevés, etc. C'est clair. Mais en même temps, on peut aussi aller chercher des loyers plus élevés par une meilleure gestion de l'immeuble, par une meilleure connaissance de ses fondamentaux techniques, et au-delà de ces fondamentaux techniques, par une meilleure connaissance de la corrélation entre
ça va tout de suite pousser le débat plus loin entre cette notion de bien-être au travail qui est maintenant dominante dans les choix des entreprises pour leurs locaux, et toutes les données techniques relatives à l'immeuble qui sont tout à fait en liaison avec ça. Donc, mon point, c'est ça, c'est création de valeur par la data, certes, mais aussi préservation. Et là, il n'y a pas que les données financières, il y a aussi les données techniques. Et ces données techniques sont de plus en plus importantes. Derrière tout ça, il y a un point sur lequel Michel reviendra certainement, c'est que la réalité, on va quand même se l'avouer, c'est que la plupart des propriétaires ne connaissent pas leurs immeubles. Et quand on leur pose la question, et on en voit de temps en temps quelques-uns ensemble avec Michel, ils disent bah, bien sûr que non, qu'on ne les connaît pas. Mais comment on les connaîtrait? Ben justement, on parle à data. Et donc, il ne faut pas limiter, même si c'est un grand pas en avant ce que fait Blaise, la prise en compte des informations par les seuls phénomènes autour du marché. Il faut passer du temps également sur la technique parce que la valeur préservée, créée, elle est bien par l'addition des sources de data côté marché et côté immeuble. Merci à vous deux pour ces précisions. Et puis ça commence à introduire la suite de nos études et de nos réflexions avec les étudiants. Pour avancer encore un petit peu plus, il y a une notion de granulométrie, bien évidemment. C'est une notion de profondeur de cette connaissance avec une approche fractale. J'ai toujours été un peu attiré par cette réflexion analytique en fait de la data. Et il est vrai que dans nos métiers, et Blaise le rappelait à l'instant, parler de chercher les 20% de données qui représentent 80% de la valeur, eh bien, nous avons effectivement tous travaillé sur ce sujet, c'est le Pareto. Et je vais vous redonner un peu la parole, messieurs, sur cette profondeur et cette granulométrie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir juste l'adresse et le prix du loyer? Ça s'est fait à une époque, me semble-t-il. Tu peux nous rappeler ça, l'adresse, déjà, il faut en être sûr. Ça commence là, en fait. Il y a une conviction forte que les bases de données qui existent sont justes, et en réalité, je pense que ça n'est pas vrai, pour une raison simple. Il faudra parler de granulométrie ensuite. Le métier, moi j'ai compris ça un peu tardivement, je dois le confesser. Le métier d'établir, de fabriquer une base de données et de la maintenir, c'est un job. Dans les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit Auguste, si on disait Auguste comme on disait Arthur à l'époque, faut bien se rappeler de ça, et que ce soit chez Auguste ou ensuite chez CBRE, on laisse la gestion de la base de données aux opérateurs de marché, en partant du principe qu'ils vont la renseigner. Et la réalité, c'est qu'ils ne le font pas toujours, et en tout cas pas toujours de façon parfaite. Et donc on est dans un moment où la granulométrie, comme tu dis Michel, qu'offrent les bases de données qui sont supposées être les plus précises, les plus importantes, etc., celles des grands agents, elle est probablement plus suffisante à cause du caractère imparfait de la collecte de cette donnée. Ça, c'est une première chose. Ensuite, est-ce qu'on doit descendre très profondément? Moi, je suis convaincu que oui. D'abord, là, je prends un truc à Blaise, pardon. Je pense que plus on aura de données, plus on pourra imaginer d'innovation dans l'immobilier. Plus on aura de données, moi je racontais toujours ça à certains de mes collaborateurs chez CBRE, je disais, mais un jour on se rendra compte que si le mur de l'accès, quand on entre dans un immeuble, n'est pas en rouge, on le loupe plus vite. On a autrement dit énormément de corrélations, qu'elles soient pour la commercialisation, mais aussi pour la bonne gestion, à identifier. Et pour ça, il faut aller de plus en plus profondément. Donc la granularité, c'est de plus en plus profond qu'il faut aller. Voilà ma réponse. En fait, ce qui est assez amusant, quand il y a 13 ans, on a démarré à GBS, on s'est posé la question de comment décrire les immeubles et quelle est l'info stratégique à avoir. Et dès le départ, on est parti sur une approche en disant, en fait, avant la granulométrie, il faut avoir déjà l'exhaustivité. C'est-à-dire que si on est capable de décrire l'exhaustivité, on est capable de positionner un actif par rapport à son marché, de positionner une demande par rapport à son contexte, et donc de savoir et de relativiser. Et la deuxième chose, c'était la capacité à réactualiser la donnée. Parce que c'est bien d'avoir la donnée, une granulométrie, mais la vraie question derrière, c'est comment je la maintiens, cette donnée. Et la donnée, elle coûte cher. Et la maintenance, elle coûte cher. Donc, je ne peux pas promettre une data sans me dire derrière, cette data, elle est à jour. Donc, comment on arrive à la réactualiser? Donc, c'est comme ça qu'on est parti sur des fichiers open data. C'était en 2006, on est parti sur des fichiers comme les matrices l'INSEE.
Mais à la base, le mot open data n'existait pas d'ailleurs. Hein. Quand on nous disait qu'on allait faire de la base de données, on nous disait oh mes pauvres, vous allez te faire comme Compass, c'est un boulot chiant. Et donc voilà, donc l'idée c'était de croiser des données qu'on peut réactualiser et qu'on sait réactualisables. Et à partir de là, un peu comme un schéma décisionnel, une fois que je sais globalement vers quoi je tends, après je peux aller dans la profondeur. Donc quelque part, en partant de l'exhaustivité, une info réactualisable et qui me permet d'orienter et de comprendre à peu près globalement où je dois agir, à ce moment-là, je peux aller dans la profondeur. Et la profondeur, moi je crois que dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit, la profondeur, on ne pourra pas forcément la voir soi-même et on est obligé de la partager. C'est-à-dire que quelque part, la vraie intelligence, c'est le fait de pouvoir communiquer. Et très typiquement, aujourd'hui, par exemple, quand on va parler, il y a un gros opérateur de logistique qui parlait de mettre de l'IoT et ce genre de choses, il va croiser avec des datas sur le climat, il va croiser avec des datas sur d'autres univers, avec des spécialistes de cette data, qui permettra à ce moment-là de croiser et de créer de l'intelligence. Donc je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des spécialistes sur des segments de marché qui ont un vrai savoir-faire et qui après peuvent fédérer de la data parce qu'ils ont créé des référentiels qui permettent de communiquer. Et c'est comme ça qu'on arrivera avec de la granulométrie, parce qu'il y aura des spécialistes de domaine qui seront capables d'avoir une exhaustivité et une réactualisation de leur data, et le croisement créera du sens. Donc pour moi, dans l'approche, voilà, cette granulométrie, elle est à définir, elle est à identifier, mais elle est surtout à partager parce que ça ne peut marcher que comme ça. Merci à tous les deux. C'est un peu entre ce thème et le précédent. Je crois qu'un des paradoxes, c'est aussi justement de pouvoir à la fois avoir des données de plus en plus précises et de pouvoir avoir une approche de plus en plus extensive aussi des champs qu'on prend en compte. On a parlé de l'immeuble, on a parlé de sa gestion, on a parlé de marché, mais en fait essentiellement au sens de valeur de transaction, enfin de valeur d'expert ou de valeur constatée. On parle aussi de plus en plus, nous, de comment on peut internaliser, en fait, objectiver et internaliser les externalités territoriales, tout ce qui peut aussi contribuer justement à constituer ces valeurs et à finalement pouvoir aussi mieux objectiver les valeurs que simplement par le jeu des transactions. Ça, on sait aujourd'hui que les données sont beaucoup plus difficiles peut-être à atteindre. Donc la question, c'est aussi comment on peut finalement associer ensemble des données qui sont pour un temps encore seulement des données d'estimation et des données très objectives. Non ? Ah oui. C'est assez amusant parce que, alors, sans que ce soit vraiment de la donnée, mais par exemple, HBS va pas mal intervenir sur des analyses de potentiel pour des immeubles. C'est-à-dire qu'un investisseur, un promoteur va nous dire analysez-moi le potentiel en fonction de ma divisibilité, ma taille, ma localisation, mon positionnement prix. Ça, on peut le garantir que parce qu'il y a une exhaustivité. Et après, donc là, on va rester sur un niveau de superficialité. Hein. Je veux dire, on va dire, bah voilà, globalement, les entreprises qui occupent tant de mètres carrés en bureau, là, c'est à peu près tant. Et après, on va croiser ça avec des brokers qui vont dire, bah, en fait, par rapport à ce que tu décris et ce que tu estimes, nous, on connaît la cible et on la connaît en profondeur pour pouvoir dire que là, c'est crédible ou c'est pas crédible. Et il y a des fois où, globalement, le croisement de l'analyse très analytique et le croisement de l'expertise fine sur un certain nombre de dossiers fait qu'il y a vraiment création de valeur, parce que derrière, nous, on a une vision théorique, là où le broker va avoir une vision parcellaire, mais fine. Et c'est comme ça qu'on arrive derrière à déceler du off-market et à faire des opérations qu'on ne voit pas passer. Mais voilà. Et donc, c'est vraiment ce croisement. Et c'est là où je dis qu'il y a complémentarité entre une approche très micro, très fine, très qualifiée, et une approche exhaustive, et elles ne répondent pas aux mêmes questions, en fait. Ce qu'on peut rajouter, nous aussi, c'est que à côté d'HBS, justement, on a essayé d'apporter une granulométrie encore plus fine, c'est-à-dire on va retrouver le private data, et on l'a développé avec une vision donc, de plateforme qui permettent d'accueillir tous les contributeurs. Et ce dont tu parlais sur une connaissance accrue en fait, des services qu'on va pouvoir développer dans un lieu qui peuvent apporter encore un peu plus de valeur, faut-il encore être capable d'accueillir tous ces intervenants. Et donc, pour cela, on a imaginé et réfléchi donc, à une plateforme ouverte à ces éléments. Parce que je crois qu'il y a plein de capteurs qui, dans les immeubles, sont automatiquement connectés. Aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas, c'est récupérer la totalité des informations, mais ils le sont déjà. Des capteurs, il y en a partout. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant pouvoir avoir des systèmes qui analysent cela. Le premier sur votre propos, monsieur. Je pense qu'aujourd'hui,
si on prend des produits classiques des entreprises, que ce soit les locaux d'activité ou les bureaux, on ne mélange probablement pas assez pour analyser la capacité d'attraction de ces immeubles pour les utilisateurs, les données, par exemple, venant du commerce. Dans le domaine du commerce, le commerce est probablement le produit où les données sont les plus évoluées, les plus approfondies, les plus maîtrisées, et donc le domaine dans lequel les décisions sont prises de la façon la plus éclairée, à mon point de vue. Et à mon sens également, alors là c'est l'expérience, hein, grosso modo c'est la base de données contre l'expérience, ou la base de données avec l'expérience. Je vois bien, j'ai bien relevé qu'un immeuble, un superbe immeuble dans un désert commercial, ça se loue quand même moins bien qu'un immeuble proche de centres commerciaux, proche de centres de vie, et même probablement encore mieux après avec certains centres de vie par rapport à d'autres. Donc on a effectivement à gagner, à faire coïncider, à faire collaborer ces bases de données aujourd'hui, ce que l'on ne fait pas. Et quand je disais pour commencer la base de données versus l'expérience, on veut faire de grandes études, mais il y a des choses qui ne changent pas. Autrement dit, et notamment une chose, moi je me souviens d'avoir dû beaucoup expliquer ça à un tas de gens, notamment des étrangers. Si on regarde le marché francilien des bureaux, il est rigide. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est rigide? Ça veut dire que vous pouvez avoir plus 1 mètre carré disponible à la Défense et tout ce que vous voulez de très beau à Marne-la-Vallée, il ne se passera rien. Il ne se passera rien parce que les choix de localisation sont extrêmement figés. Donc on peut faire toutes les études de la Terre sur le potentiel de clients, mais comme tu l'as bien dit, au fond, il y a 10 entreprises, enfin disons 10 ou 100, peu importe, possibles pour occuper une surface disponible. Mais le type qui est dans le marché, le broker, il va dire non, attends, moi je les connais, celle-là, le président est trop vieux, il ne prendra pas de décision. Celle-là, il y a un problème d'héritage. La troisième, de toute façon, ils sont en train de se faire acheter. Donc on a encore un besoin, et c'est bien de le dire, on a à la fois besoin de plus de données. Je crois que les brokers doivent cesser d'en avoir peur. Je pense que ça fera sourire des gens dans la salle. Mais ils doivent cesser d'en avoir peur et considérer que ces données doivent leur permettre d'améliorer leur efficacité, leur productivité et la qualité des clients des conseils qu'ils donneront à leurs clients. Je crois que c'est une bonne transition parce que, en fait, on va découvrir quelque part que faire du marketing, et y compris dans l'immobilier, ce ne serait pas si mal que ça, puisqu'on a quelques transactions d'une immense valeur, et donc se lancer dans l'industrie immobilière, il faut quand même avoir du courage. Et donc, ça me permet de rejoindre un autre thème qui est par rapport à ce marketing, qui est d'essayer de mesurer en fait la monétisation de cette data, parce que cette data qui arrive et qui est en train d'être structurée donc par des acteurs qui soient brokers et qui ont eu tendance à cacher en fait leurs informations, et des intervenants comme la Place de l'Immobilier ou HBS Recherche qui ont essayé de structurer donc une base pour la mettre à disposition. On va rentrer là dans une possibilité de créer un peu de valeur, mais une autre valeur sur cette data. Voilà. La question, elle met un peu de temps en fait. La question est super dure parce que on est persuadé de la création de valeur par la data, mais on la constate qu'au moment où il y a une opération. Et donc quelque part, je vais vous citer 2 exemples où c'est pas évident de savoir comment ça se monétise une donnée, mais alors moi je parle de l'asset. Après sur la gestion, il y a des mesures, je veux dire les économies de charge, il y a des trucs, mais sur nos métiers, enfin sur notre positionnement sur la création de valeur, c'est difficile. On a créé par exemple un modèle avec Bouygues, qui est un modèle prédictif sur des travaux sur les immeubles. C'est-à-dire qu'on a modélisé tous les immeubles et on anticipe le fait que l'immeuble va connaître des travaux dans les 2 ans à venir. On l'a monté avec Bouygues, exclusivité pendant 4 ans. Mais on est très très loin des opérations. C'est-à-dire qu'on dit cet immeuble, il va connaître une restructuration, c'est fiable. Bouygues a maintenu et à chaque année on essayait d'augmenter le prix de l'exclusivité et c'est comme ça qu'on a pu voir la fiabilité de cet indicateur, c'est-à-dire jusqu'où Bouygues va accepter de payer cette exclusivité. Mais à l'inverse, on est tellement loin du deal parce qu'après il y a la négo, il y a l'approche, il y a tout un élément de paramètres pour dire on va réaliser l'opération, que soit on oublie que le sourcing était fait par HBS, soit
on considère que la valeur ajoutée de sourcing est moins importante que tout ce qu'il y a eu après. Mais quoi qu'il en soit, c'est très difficile de constater la valeur parce qu'on ne savait pas quel est le volume de deals qu'on générait chez Bouygues et quelle est la création de valeur que Bouygues faisait à travers cet indice. Donc déjà, on est loin de l'opération. Et deux, on a un autre indicateur là-dessus, c'est que par exemple, quand on va travailler sur ces fameuses missions de sourcing de foncier ou d'accompagnement à la commercialisation, on a une part en fixe et une part en variable. Et la part en variable, aujourd'hui, on est à peu près à 2%. C'est-à-dire que si l'investisseur trouve le locataire grâce à nous, dans une shortlist, c'est-à-dire sur les 3 millions d'entreprises, on va lui dire, il y a 50 entreprises pour ton immeuble, c'est celle-là, il faut aller les chercher parce que c'est le bon moment. On leur demande 2% du loyer annuel, là où un broker prendrait entre 10 et 30% en fonction du type de bien, de la taille et ce genre de choses. Et ce 2%, on ne sait pas ce qu'il vaut. Actuellement, est-ce que le sourcing est vraiment important ou à l'inverse, on paye le broker dans ces 10 à 30% sur tout ce qui est accompagnement, négociation, expertise, publicité, et ce genre de choses. Et donc, quelque part, cette monétisation du deal, comment la data a permis à un investisseur ou un promoteur de faire des opérations, c'est vraiment pas évident de savoir quelle est la réponse derrière. Alors, avec cette question-là, évidemment, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à un des films que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. Touche pas au Grisby. La monétisation de la donnée, c'est ça. Là, c'est l'ancien président de CBRE qui s'exprime, qui dit attends, la donnée, moi, j'ai dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, j'ai recruté beaucoup de gens, et j'en emploie toujours beaucoup pour bâtir cette base de données et la maintenir, même si maintenant, c'est comme ci, comme ça. Il y a faute de grille, vous mangez les merles, et en l'occurrence, tout le monde est content, malgré tout, avec cette base-là. Donc, ce que je veux dire par cette référence cinématographique, c'est qu'il y a un vrai obstacle à franchir pour les gens qui sont ceux qui sont les dépositaires la plus grande masse d'informations, qui sont ces fameux grands agents, pour leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à les partager avec les autres. Ça va être difficile. Ça va être très, très difficile, parce que c'est un saut pour eux dans une forme d'inconnu, alors même que dans d'autres pays, ce saut a été fait. Je pense notamment aux États-Unis avec CoStar. Alors on peut dire que la donnée est effectivement beaucoup plus publique, mais si vous demandez aux grands agents américains s'ils avaient le choix de revenir en arrière et de subventionner comme ils l'ont fait CoStar, ils disent non, si on remonte l'histoire, CoStar, on n'en veut pas. Donc on a aujourd'hui, pour ceux, encore une fois, qui ont la plus grosse masse d'informations chez eux, face à une réticence, mais qui est viscérale. On a eu des discussions avec Blaise, outre le fait qu'on se connaît depuis très longtemps, où il me demandait des trucs, je lui disais, mais même pas en rêve. Pourquoi ? Parce que c'était le fondement de la création de valeur des boîtes en question. Alors, il n'y a pas qu'elle. Parce que on a tous envie de transparence, le monde est transparent, on commence à parler ici ou là de tyrannie de la transparence. Mais cette transparence, en ce qui concerne les data, est-ce qu'elle est désirable ? Sans doute. Est-ce qu'elle est désirée ? C'est une autre affaire. Parce qu'il y a aussi dans cette salle quelques représentants de grands propriétaires. Les grands propriétaires ne sont pas les derniers à dire « Ah ben non, moi je ne vais pas du tout dire la réalité des données que je détiens ». Non, il n'en est pas question. Donc on a beaucoup de chemin à parcourir pour montrer qu'il y a un intérêt à ce partage. Et c'est un intérêt au partage, pour moi, il est certain. Il y a juste le temps que ça va prendre pour en convaincre tout le monde. Et ce temps, à mon sens, ce ne sera pas à la vitesse de la lumière, mais ce sera plutôt assez progressif pour arriver au fait qu'on comprenne, comme Blaise a dit à un instant, que ce n'est pas sur qu'une base de données de 100 millions de mètres carrés, ça vaut mieux qu'une base de données de 10 millions de mètres carrés. Ça, c'est une certitude absolue, mais celui qui dispose de la base de 10 millions aujourd'hui, il dit ouf, est-ce que j'ai vraiment envie de la partager avec les autres ? Juste un chiffre pour vous donner l'ampleur de ce dont on parle pour les grands agents. Moi, j'ai quitté CBRE il y a 3 ans, donc ça a dû changer, mais quand j'y étais encore, la totalité des mètres carrés gérés au titre des mandats de propriétaires, c'est-à-dire en property management, ou au titre des missions des utilisateurs en FM, c'était 550 millions de mètres carrés. Alors bon, on peut se dire, c'est pas si grand face à la totalité du parc tertiaire mondial, mais quand même, avec 550 millions de mètres carrés, on commence à pouvoir faire des trucs qu'ils ne font pas d'ailleurs pour le moment.
qu'ils ne font pas. Mais qui vont sans doute un jour, je vois qui sourit là, qui ne font pas, mais qui un jour peut-être, quand ils comprendront que c'est la source de leur progrès futur, ils s'attaqueront à l'exploitation. J'ai une proposition à faire, très courte. En fait, en complément d'informations sur ce que vous énoncez l'un et l'autre, il n'y a pas de compétition véritable. En fait, ce qu'on ne mesure pas, c'est que d'un côté, on essaie d'analyser des flux et donc de faire des transactions par ces flux. Et quand on parle de la monétisation de la data, c'est parce qu'on réalise un flux. Et de l'autre côté, on essaie de préserver un actif. Et quand on détient un actif, et qui est un actif qui est tout à fait respectable, parce que par l'expertise, la connaissance et le travail fait par ces grandes entreprises qui sont allées collecter cette information et qui ont constitué cet actif, la grande idée, c'est de savoir si cet actif-là est, lui, monétisable. Et si c'est cet actif-là qu'on pourrait mettre à disposition et inventer un nouveau sens, qui n'est pas tout à fait, je dirais, spontané, mais un sens du partage, en fait, dans le domaine de l'immobilier, par la détention de cet actif et la mise en commun de cet actif. Parce que voilà. En fait, juste par rapport au flux, avant l'actif, sur les flux, la première société mondiale dans l'immobilier, c'est une boîte de data, c'est CoStar. Il faut savoir que CoStar, qui a démarré en 85, faisait $1 million en 2000, et aujourd'hui, elle fait 1,3 milliard. Elle fait, et en valorisation, elle est valorisée 10 fois son chiffre d'affaires. Donc elle est valorisée à 13 milliards, là où CB doit être autour de 9-10 milliards. Non, 13 milliards. Donc quelque part, faut se dire que si je prends les métiers de la gestion immobilière au sens large et je prends les métiers de la data, on s'aperçoit bien que globalement, le gros acteur de la data est valorisé aussi cher, voire moi je pensais plus cher que CB. Mais on est dans une logique où globalement, on voit bien le rapport entre la data et les métiers de l'immobilier. Le seul point CoStar qui fait peur, c'est parce qu'ils sont dans une position monopolistique. Et s'il y avait de la concurrence, on ne serait pas dans ces rapports-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se permettent d'augmenter leurs tarifs parce qu'ils savent qu'ils ont une relation client-fournisseur où le fournisseur est unique et que le client est obligé de passer par là. Et que, donc c'est ça qui fait la peur de CoStar. Mais globalement, il faut comprendre que cette position de data est puissante. La deuxième chose, c'est que par rapport à l'immeuble, en fait, CoStar source, et c'est assez amusant parce qu'on est allé les voir sur la façon dont ils travaillaient, hein. Ils sourcent la data, alors soi-disant avec des voitures, des hélicoptères, ils prennent des photos aériennes, ils remodélisent les immeubles. En fait, je ne pense pas que ce soit du tout comme ça. Ça, c'est le côté marketing publicitaire. Mais on a des jeunes qui sortent d'école de commerce, l'équivalent en France, là, qui travaillent sur un territoire, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ils connaissent les échéances de baux, ils connaissent les propriétaires, ils connaissent les enjeux, les opérations. Ils sont en contact direct avec le propriétaire en anticipation. Donc, en fait, CoStar a pris la tête des brokers. Et derrière, les brokers l'appellent en disant « Écoute, tu n'aurais pas un deal, là, je cherche un mandat ou je cherche un truc. » Donc, c'est la cheville. Le broker devient la cheville ouvrière de l'analyste. Et l'analyste a le pouvoir. Et puis, il fait ça 3 ans, il en a marre, et puis il passe de l'autre côté de la barrière et il prend un abonnement chez CoStar. Donc, le système, voilà, c'est une école de l'immobilier avec une approche très data. Et en fait, le sourcing de la data, c'est là où, quelque part, par rapport à la foncière, il y a une question. C'est-à-dire que le sourcing, il se fait à partir de la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire la transaction, les flux, les opérations, un peu de vision de parc. Mais là où il y aura une autre évolution, et d'ailleurs c'est une vraie question pour CoStar, c'est qui maîtrisera la source de la data? Est-ce que c'est le property qui sera capable derrière de connaître l'immeuble tellement bien qu'il pourra initier derrière les opérations? Est-ce que c'est la digitalisation des immeubles avec les maquettes numériques qui permettront d'anticiper et de connaître et de maîtriser la data? Ou est-ce que c'est la partie juste de maîtrise, comme des gens qui font de la data superficielle comme nous ou les brokers, qui arriveront à maîtriser la data. Mais qui va maîtriser la source de la data et qui fera derrière, qui sera à la source des opérations? Et ça, c'est une vraie question. Juste un mot. En fait, ce qui se passe, je vous invite, si vous n'avez pas entendu parler de CoStar, à aller voir ce que c'est. L'histoire très brève de CoStar est la suivante. CoStar est allé voir tous les agents. Le marché américain est beaucoup plus atomisé chez les agents que le marché français. TBRE qui est le plus gros à 7% de part de marché, donc c'est peu de choses. Donc cette structure CoStar est allée voir tous les grands agents et leur a dit, dis donc, tu as combien de personnes pour ta base de données? J'en ai 10, ça te coûte combien? $1 million. Bah écoute, moi je vais me charger de ta base de données, ça va plus te coûter que 100 000. Et en plus, comme je vais proposer à tous tes concurrents la même chose, pour 100 000, tu auras accès à beaucoup plus d'informations que celle à laquelle tu as accès aujourd'hui. Donc sur le papier, formidable, sauf que
L'année d'après, enfin pas l'année d'après, mais quelques années après, c'est plus 100 000 $, c'est 200, 300, 500. Puis ça finit par coûter plus cher que ce que ça coûtait quand c'était internalisé. Mais à ce moment-là, le mal est fait, puisque, si je puis dire, les gens qui utilisent en interne chez les agents cette base de données ne veulent plus s'en passer. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je me demande si ce ne sera pas un jour, comme ça s'est passé dans les informations financières, avec Bloomberg. Un jour, il y a un certain nombre d'acteurs de marché qui en ont eu assez de Bloomberg et qui ont promu et soutenu Markit. Donc, en tout cas, nous en France, c'est ce qu'on avait choisi comme option, qui a été de regrouper les bases de données des agents pour éviter l'arme anti-costard. Ils ne sont pas entrés en France à cause de ça. Peut-être que ça, c'est une des façons de définir l'avenir, c'est-à-dire que la base de données soit la base de données non pas de tel ou tel, mais la base de données du marché, qui est une sorte de Google de l'immobilier, qui soit un Google neutre. Peut-être ça pourrait être l'espérance de la foncière numérique. Hein. C'était une des idées initiales de ce projet, de devenir progressivement une offre de place. Je voudrais qu'on laisse un petit peu de place à nos étudiants également dans cette matinale et parler un peu des valeurs immobilières. Mais peut-être avez-vous quelques questions déjà dans la salle et donc on pourrait... aller. Un micro. Bonjour, Fatia Grandjean. Moi, je travaille dans le secteur de l'assurance, donc qui est aussi un secteur qui est très intéressé par la donnée. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, dans la définition de la donnée dont vous avez parlé au départ, je suis un petit peu restée sur ma faim parce qu'en fait, vous avez fait une définition de la donnée en fonction de l'usage final de votre offre, qui est soit effectivement une approche par les flux. C'est la suite des opérations ? Bon, alors je retiens ma question pour la faire. Qui aurait d'autres questions encore où on continue et puis on vous laisse les questions à la fin? Parce que je vois nos étudiants là qui sont à côté, qui savent qu'ils doivent passer leur tour. Et, allez, je vous rends là. Venez avec moi. Voilà. En fait, oui, c'est une transition que vous nous avez permis, chère madame. Donc on va essayer d'aller au-delà de la transaction et on va essayer de rentrer dans cette valeur. Et donc tout ce qui a été défini, je pense, par Maurice et Blaise, donc permet de comprendre et de capter l'information sur l'acquisition, la cession, donc toutes ces opérations de transaction. Et comme moi je dis souvent qu'il y a une autre vie de cette data, qui est toute la partie gestion-exploitation, on va y aller. Je vous donne les commandes ? Oui. Allez-y. Bonjour à tous. Nous vous proposons de vous présenter donc notre outil de valorisation numérique de l'immobilier, d'où l'acronyme OVNI. En fait, c'est vrai, hein, c'est un véritable ovni, puisqu'on a essayé de rentrer au milieu de vous avec cette petite idée. Donc c'est juste un clin d'œil que l'on vous fait. Donc on travaille dessus depuis octobre 2018. On est parti du postulat que la simple prise en considération de la valeur financière n'était pas suffisante donc, pour évaluer un bien. On prend par exemple le coût d'exploitation qui représente 85% du coût global de l'actif sur l'ensemble de son cycle de vie. Je ne sais pas si vous voyez, sur une année, si on dissocie la donnée en 3 catégories, à savoir le loyer fiscalité, l'exploitation et la maintenance, et puis le service aux occupants, on se rend compte que le coût d'exploitation représente 34% du coût global. Alors, pour établir cet outil, on a pris en considération 4 utilisateurs, à savoir l'asset manager, le property, le facility et l'occupancy, enfin le locataire. Et donc on se rend compte que, et justement c'était l'objet de ce qui avait été dit précédemment, c'est que justement il y a une asymétrie d'information entre l'asset manager donc, et par exemple l'occupancy. Donc il a fallu s'interroger ça a été l'objet de notre première partie de travail, ça a été de nous interroger justement sur cette asymétrie d'information, qui détient la donnée, comment les inciter à la partager, et puis le coût bien évidemment de la donnée, ce qui viendra bien évidemment dans un second temps.
Alors, concernant donc l'objectif de cette calculette, donc de cet outil, c'était de calculer en fait des indicateurs et de les regrouper autour de 5 valeurs. Donc, les 5 valeurs qu'on a identifiées sont la valeur financière, que vous connaissez tous, la valeur d'exploitation, la valeur de marché, la valeur d'utilisateur et enfin la valeur environnementale. Ces indicateurs, ils permettent de prendre en compte la valeur financière, mais pas seulement en fait de l'actif. Elles permettent en compte de prendre ces autres catégories de valeurs qui sont, à nos yeux, tout autant importantes. L'objectif en fait de cet outil, c'est de faciliter la gestion de l'actif par des données plus exhaustives, mais aussi de permettre un reporting qui est plus fréquent avec des données en fait plus poussées. Afin donc de comprendre l'importance de ces différentes catégories de valeurs, on a essayé de prendre en compte donc, parmi deux personas qu'on a identifiés qui sont le Property Manager et l'Asset Manager, on a en fait mis en avant l'importance de la valeur en fonction des personas. Donc on peut voir que l'Asset Manager, pour lui, la valeur financière est très importante, avec 38%, tandis que le Property Manager, la valeur financière est estimée à 19%. Alors, les données sont entrées dans l'outil développé par la foncière, DataVis. De ces données, on tire une analyse comparative des différentes données selon nos 5 valeurs, donc financière, exploitation, utilisateur, environnemental et de marché. Ces résultats sont représentés juste là, sous la forme de jauge, la ligne rouge étant la moyenne de marché. Et on peut avoir également une représentation sous forme de radar qui est représentée juste là. Mais je vais laisser Claire vous expliquer plus en détail le fonctionnement de l'outil. Donc, pardon, avec la slide, c'est mieux. Oui, donc on part des données qui ont été recueillies, selon ce que vient de vous présenter Léla, par tous les personas compétents que Alexia vous a énumérés. Ensuite, on calcule à partir de ces données-là des indicateurs. Ces indicateurs-là, vous les connaissez, vous travaillez tous les jours avec. Ce sont les OPEX, CAPEX et autres indicateurs, sauf qu'en fait, cette fois-ci, on les compare à une référence. Cette référence est formée à partir de 2 types de choses. La première, c'est une moyenne des mêmes indicateurs chez ces 2 actifs qui ont les mêmes caractéristiques, ou alors à la réglementation. Cette réglementation, c'est notamment le cas pour les actifs de type environnementaux. Par exemple, sur les dépenses énergétiques, on compare les indicateurs à la RT 2012. Ensuite, on aboutit à des valeurs. Donc, ces valeurs regroupent à chaque fois par pôle les indicateurs et sont calculées avec ou sans pondération et permettent donc d'aboutir à une moyenne. Je laisse Nicolas vous présenter l'aboutissement un petit peu de l'outil. Oui, alors on va vous présenter une version expérimentale de cet outil, donc avec l'onglet Données que Claire vient de vous présenter, qui indique la complétude des données et l'exhaustivité dont parlait Blaise Heurteux tout à l'heure. Avec là, par exemple, quand on remplit, il y a des données qui sont plutôt qualitatives et des données qui sont quantitatives, comme par exemple les consommations énergétiques. À partir de ces données, des indicateurs basiques sont calculés, des ratios, etc., en croisant les différentes données. Et on va passer ensuite à un tableau qui va regrouper ces différents pré-indicateurs, sous-indicateurs, en partant de la droite du tableau, des données qu'on a rentrées dans l'onglet précédent, et faire la moyenne avec des pondérations entre ces indicateurs pour arriver à cette note en comparaison avec une référence qui sera donc soit la référence de marché indiquée sur la droite, soit une référence réglementaire. Donc ici, par exemple, en entrant les données environnementales, on est arrivé à une consommation énergétique de 150 kWh par mètre carré par an. Par rapport à la réglementation, on est moins bon, donc on est moins bon de 20%, donc on a une note de moins 20%. Cela est pondéré avec d'autres indicateurs environnementaux. La pondération dépend là aussi des personas, et ça donne une vision globale de l'indicateur.
Si on modifie les données environnementales en disant par exemple qu'on n'a pas de consommation de gaz mais un tout petit peu plus de consommation d'électricité, on va améliorer on va réduire notre consommation énergétique et donc améliorer cette comparaison par rapport à la référence réglementaire, ce qui nous donne une valeur environnementale un peu meilleure, un peu moins mauvaise, disons, que ce qu'elle était précédemment. Et cela se retrouve dans un récapitulatif total. Voilà. Donc, ensuite, on s'intéresse à qui a accès à la donnée. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter notre répartition de la donnée. Donc, en 3 catégories: exploitation, services aux occupants et loyers et fiscalité. On va s'intéresser à cette dernière catégorie. Sous cette catégorie-là, on va retrouver nos données. Et ce qui nous intéresse, c'est qui a accès à ces données pour pouvoir définir le coût de chacune de ces données et pouvoir avoir un coût global de l'actif immobilier. Donc, on a choisi 4 des acteurs principaux, notamment l'asset manager et le property. Donc, l'asset manager en orange et le property en jaune. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on définit le coût, la précision pour chacune des données. Donc, on a pris l'exemple, par exemple, de la surface de plancher, où le coût de l'imprécision, c'est la différence de loyer perçu et qu'on aurait pu percevoir si notre surface de plancher était exacte. Et le coût de la précision, qui aurait été d'employer un géomètre pour préciser notre donnée. Et donc, le manque à gagner, c'est la différence entre le coût de l'imprécision et le coût de la précision. Merci. On peut les applaudir très fort, non, hein? Non. Vraiment, merci. C'est pas un exercice facile. Il vous montre une calculette qui est en fait en spécification. Ils ont tordu tous les éléments de réflexion cette année. Ils la sortent avec l'objectif, c'était de respecter cette date. Donc félicitations doublement. Et là, ils viennent de vous faire une petite démonstration que je trouve fort utile, de vous donner le coût de l'imprécision. Et donc c'est une façon d'aborder justement le fait de rentrer dans cette numérisation des actifs immobiliers, parce que s'il y a un coût d'imprécision, ça veut dire qu'il y a une valeur qui est intrinsèque à ce coût d'imprécision, et que, allez savoir, peut-être que de numériser des immeubles, ça pourrait peut-être même nous rapporter de l'argent, sait-on jamais. Enfin, en tout cas, on le pense très fort. Et si vous avez des questions, ces demoiselles et ces messieurs sont prêts à nous répondre en complémentaire. Patrice, tu veux rajouter peut-être un mot sur ce travail de qualité que nous ont fait nos amis? Oui, peut-être un petit mot. Donc, il s'inscrit dans le prolongement effectivement d'un travail qu'ont déjà effectué de vos prédécesseurs les années précédentes. Et donc, sur un modèle plus global, effectivement, qui est un peu celui des valeurs que vous aviez présentées au départ. Et on est en train maintenant de commencer à pouvoir faire atterrir ce modèle, justement, sur des outils plus opérationnels. Et je crois qu'il y a 2 choses qui sont effectivement importantes dans l'esprit un peu de l'ensemble, et aussi par rapport à des choses qui ont été dites tout à l'heure. La première, c'est qu'on n'attend pas de nos modèles numériques qui fournissent des décisions eux-mêmes, qui fournissent les réponses. On travaille bien dans une logique de relation entre la donnée, l'analyse qu'on peut tirer de l'analyse de la donnée et l'expertise des différents utilisateurs. Donc, ce sont à chaque fois des outils d'aide à la décision, et ce sont des systèmes de pondération interne. Donc, chaque utilisateur peut avoir la maîtrise, qui vont permettre à la fois à chaque métier, mais aussi pour un métier donné, à chaque stratégie, à chaque choix stratégique, finalement, de disposer du type de résultat qui va lui permettre effectivement d'accompagner et de tester un peu ces décisions. Et le second, et c'est là l'un des grands résultats du travail de cette année, c'est justement ce qu'on s'est demandé finalement, est-ce que la donnée, chacun des acteurs peut avoir le sentiment que la donnée a une valeur globalement, ce qui a été évoqué dans la discussion tout à l'heure. Ce qu'on se demandait, c'est finalement, est-ce qu'on peut objectiver la valeur, le prix d'une donnée pour pouvoir justifier le coût
de construction en fait, de cette donnée, le coût de mise à disposition de la donnée pour l'ensemble des acteurs. Et c'est là qu'ils ont pu effectivement travailler, constituer des chaînes de valeur et se demander finalement au long d'une chaîne de valeur des utilisateurs d'une donnée à qui, à un moment ou à un autre, l'absence ou l'imprécision de la donnée va coûter. Et donc au total, qui peut être intéressé à financer la production de cette donnée. Merci, merci. Vous avez des questions, j'espère. C'est le moment le plus difficile. Allez-y, dites-nous, présentez-vous, surtout. Bonjour, Dorine Haug, Société Nova Imo. Moi, j'ai une question concernant l'alimentation de l'outil sur la partie qualitative. Je pense en particulier à tout ce qui ne peut pas être objectivé, en particulier les données techniques de l'immeuble, par exemple. Comment vous fonctionnez ? Oui, effectivement, c'est un enjeu important de pouvoir transformer cette vision qualitative en chiffres pour pouvoir la comparer avec d'autres chiffres. Et c'est un enjeu qui est très délicat. Et nous, dans notre outil expérimental, on propose une méthode qu'on remet nous-mêmes parfois en cause et qu'on essaie d'améliorer, qui est de poser des questions très simples sur l'actif, qui ont en général soit 2 choix, soit 4 choix. Soit on répond qu'on ne connaît pas la donnée, et dans ce cas-là, ça affecte la complétude de l'indicateur. Ces questions, c'est par exemple, est-ce que l'état technique sur un corps d'état particulier est neuf, en bon état, en état d'usage ou en mauvais état? Donc c'est semblable à ce qu'on a par exemple sur un état des lieux. Et ça, on le convertit en pourcentage, en notes, qui est comparé là aussi par rapport à une référence qui se situe, qui sert de... voilà. Donc si on est au-dessus de cette référence, on est dans le positif. Si on est en dessous, on est dans le négatif. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'ils passent leur examen là, en ce moment. Là, hein. Ils sont en plein examen. Donc ça va compter effectivement pour leur note définitive, mais il n'y a pas de souci. Tout est bien dit. Je crois que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'à un moment donné, ces outils vont inscrire de la valeur et vont inscrire de la data. Et cette data qu'on est en train d'accumuler va favoriser en fait cette exploitation des outils. Donc Nicolas avait raison de dire qu'au départ, on attrape avec des catégories, donc c'est les 25%, c'est la loi des 4-25% pour arriver à déterminer un état. Et cette transformation va devenir de plus en plus précise avec le temps. On a un autre exemple qui revient sur ce que Patrice Noisette a tenté d'introduire tout à l'heure à propos de l'environnement autour de l'immeuble, sur les atouts du quartier, etc. On a par exemple un indicateur qui parle des services à l'immeuble. Donc on a une liste de services et sur chaque service, on va demander s'il existe dans le bâtiment, s'il existe hors du bâtiment dans un rayon délimité, ou s'il n'existe pas dans le quartier, c'est-à-dire dans ce rayon délimité autour du bâtiment. Et ce simple choix, avec en plus l'option pas de données, nous permet de comparer là aussi aux actifs du même type. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Bonjour, Michel Orivel, agent immobilier. Vous dites que l'imprécision a un coût, mais s'il y a un perdant, il y a un gagnant. Est-ce que à la fin, il n'y a pas quand même somme nulle? Vous voulez essayer de répondre? C'est Blaise qui doit répondre à cette question. C'est un gagnant et un perdant. J'essaie de prendre un exemple parce que la question, elle est très large. Et Maurice me dira si j'ai raison ou pas, mais vous avez un marché, pour moi, qui est asymétrique dans la transaction.
Vous avez d'un côté des offreurs, qui sont des promoteurs, des investisseurs qui connaissent très bien le marché, qui font le tourner, qui ont plusieurs références, qui ont des comparables, qui ont une relation annuelle avec les brokers qui est fort, parce que derrière, on sait qu'ils donnent des mandats et de manière régulière. Puis de l'autre côté, vous avez des entreprises, avec des chefs d'entreprise qui ont un enjeu tous les 7 ans à peu près sur le déménagement, et qui vont se retrouver face à un marché qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas très transparent, même si il y a un indicateur de GLL qui dit que globalement on est assez transparent, mais c'est-à-dire que le chef d'entreprise qui doit, lui, chercher le loyer, la profondeur de l'offre, est-ce qu'il va payer des honoraires, combien, tout ça il ne le sait pas. Il le découvre à travers, alors il va trouver un portail, bureaux locaux, se loger, il va voir des offres, il va accrocher sur quelques offres, il va appeler et il y a un broker qui va venir relayer et qui va lui donner un certain nombre d'informations. Donc il va le voir par le spectre du broker qu'il présente, sachant que ce broker est mandaté par le propriétaire. Et à partir de là, on est dans cette relation où l'utilisateur, globalement, là où on devrait avoir un intermédiaire, va lui présenter le marché. Donc si on part du principe que le coût de la transparence, la non-transparence fait que derrière, il y a bien quelqu'un qui va payer. A priori, le jeu est à somme nulle, c'est-à-dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Mais il y a quand même un perdant. J'ai un deuxième exemple, c'est que souvent le broker il nous dit moi il faut que j'ai 10 mandats pour en réaliser un. Donc vous comprenez, je fais facturer cher mes honoraires. D'accord, ça vous l'entendez assez régulièrement. Donc il va travailler sur 10 mandats pour en réaliser un. Mais qui va le payer derrière? C'est 9 qui perdent. Le locataire, ou s'il doit payer les honoraires, ou le propriétaire, c'est toujours eux qui payent. Donc quelque part, cette question de l'équilibre et de la transparence fait que le marché ne s'autorégule pas. Il y a toujours un perdant, il y a toujours un gagnant. Si on avait une transparence, je pense que le marché se régulariserait et le coût de la vraie valeur ajoutée s'affecterait de manière assez naturelle sur la prestation. Voilà, donc on peut en citer pas mal d'exemples parce que le marché de l'immobilier, il est très traditionnel. À ce niveau-là, il a beaucoup de défauts. Il a d'autres qualités, mais à ce niveau-là, il a beaucoup de défauts. Et cette non-transparence, elle fait payer un des acteurs au détriment de l'autre. Ça, c'est une évidence. Oui, un des premiers modèles en fait, sur lesquels nous avions commencé à travailler, c'est celui de la relation entre preneur et bailleur. Justement. Et on a notamment pris un bail et démonté toutes les clauses du bail pour évaluer non seulement les coûts directs connus de telle ou telle clause, mais aussi les coûts indirects qui pouvaient être provoqués par la survenue de ce à quoi la clause fait référence, en tenant compte de la probabilité de cette survenue et de son coût si elle survient, etc. Et donc, on a constitué à partir de là ce que j'appelle en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de réunir des données de manière confidentielle, ce que j'appelle la boîte noire transparente. Un peu, c'est-à-dire que considérant que l'ensemble des acteurs, donc le bailleur et le preneur, mettaient dans le même pot toutes les données dont ils disposaient, mais elles restaient inconnues à l'autre. Mais pourtant, chacun des deux pouvait évaluer précisément le degré global de complétude et de fiabilité des données qui étaient mises dans le système. Donc là, on crée la confiance finalement en la relation à travers la confiance en l'ensemble des données. À partir de là, du coup, et si on parle effectivement d'efficience des marchés, on peut considérer que là où aujourd'hui encore la relation fonctionne effectivement en termes de rapport de force, d'asymétrie de l'information, voire de poker menteur, et donc au total, on peut considérer qu'elle s'exerce, oui, à chaque fois il y a un gagnant et un perdant, mais au total, est-ce que en termes de marché global, sur l'ensemble des transactions, des baux, etc., est-ce que tout le monde ne finit pas par y perdre un peu? Et à l'inverse, dans une situation beaucoup plus saine en termes d'équilibre de l'information, même si elle reste de nouveau confidentielle, on peut penser que la relation va se jouer beaucoup plus sur l'intelligence, sur la justesse de la stratégie, sur la bonne connaissance de ses besoins de chacun des deux acteurs, et qu'au total, d'une part, la relation sera mieux équilibrée, et d'autre part, peut-être chacun des deux, d'une certaine manière, y gagnera. Point là, quand j'ai travaillé avec Michel sur la foncière numérique, il y avait un truc qui était assez amusant, c'est que le rapport aussi bailleur-preneur était... je veux dire, le bailleur avait, en général, ne voulait pas connaître le locataire. C'est-à-dire que globalement, il allait dire c'est le property qui le gère, et moi je suis investisseur, et moins je vois le locataire, mieux c'est. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec des objets comme la maquette numérique, des objets partagés, on voit une cogestion de l'actif qui est en train de s'instaurer. On avait une quinzaine d'immeubles avec Michel sur la digitalisée, et c'était assez amusant de voir que le bailleur allait partager l'information avec le locataire pour mieux gérer l'actif.
C'est-à-dire que le locataire allait utiliser l'objet digital pour mieux connaître les plans, avoir des mesures plus parfaites, entretenir l'immeuble, télécharger ses diagnostics. Enfin, il allait utiliser l'objet numérique parce qu'il en avait un usage et il en avait un besoin. Et le propriétaire avait les pouvoirs, dans ces informations-là, en connaître une partie pour savoir combien de fois l'ascenseur il est monté. Il est allé également l'usure de l'ascenseur et de combien. Donc l'objet numérique devient un objet de partage et de cogestion. Et ça, je pense que c'est aussi un changement radical, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un investisseur purement financier qui dit « moi, je te bloque, je te loque sur 12 ans et je ne veux même pas t'entendre parler et que je veux tirer un loyer le plus fort possible » avec une approche très conflictuelle, on s'aperçoit que le digital fait de la cogestion. Et ça, c'est vrai que c'est quelque part cette transparence, elle est gagnante des deux parties. Là où avant, dans le rapport de force, il y avait un perdant et un gagnant. On peut rajouter à votre question qu'il y a d'autres prestataires ou d'autres intervenants, c'est-à-dire qu'on va retrouver le facility manager, on va retrouver toutes les entreprises qui sont derrière et qui interviennent dans l'exploitation, donc sur ces 85% de coûts que représente le coût global sur tout le cycle de l'actif, et d'avoir une donnée qui devient de plus en plus précise. Il n'y a pas une notion de gagnant et de perdant, il y a une régulation progressive qui s'opère et qui est avantageuse, je pense, pour les deux. Parce que le prestataire peut préserver sa marge, il diminuera peut-être son chiffre d'affaires parce que les multiples seront quantitativement peut-être inférieurs ou mieux décrits ou mieux définis, mais à lui de mieux faire son travail. On a beaucoup d'exemples comme ça, hein, depuis qu'on a maquetté ou digitalisé en fait, des actifs immobiliers, on s'aperçoit de différences. On a parlé simplement de choses autour de 10%. On est parfois dans des chiffres bien plus monstrueux que ça, quoi. On va retrouver des 30% de différence entre les quantitatifs qui étaient pris pour la gestion et les prestations en matière de maintenance. Et quand c'est pendant 10 ans où on ne s'en est pas rendu compte, bon, ça peut se réguler, quoi. C'est pour ça que je suis très poli là-dedans. Un des enjeux, c'est bien sûr aussi d'accompagner l'émergence de l'immobilier as a service, c'est-à-dire en fait la remontée de l'utilisateur en haut de la chaîne de valeur. Et de ce point de vue-là, chacun des acteurs va être redisposé sur la chaîne de valeurs conduisant effectivement à la demande de les utilisateurs. Avez-vous d'autres questions, madame? Nous ne vous avons pas oublié. Bonjour, moi je suis start-upeuse en fait, CEO de Géosophie, et nous on fait de la valorisation immobilière du sous-sol, le sous-sol permettant de produire au bâtiment, de produire de l'énergie. Et du coup, la data, nous, on a une compétence en data science et la data, c'est notre point de départ. Donc, le coût de la data, c'est extrêmement intéressant pour nous. Et du coup, j'avais une question dans votre modèle. Vous montez un coût de l'imprécision que vous déterminez, mais par catégorie. Ensuite, il s'agit de pondérer ces catégories pour déterminer un coût global. Comment vous faites cette pondération ? Je pense que là, on est toujours au stade de définition du coût de chacune des données. On n'a toujours pas avancé sur la pondération globale pour définir le coût global de l'actif en soi. C'est ça. On va lever la séance alors. S'il n'y a plus de questions, on va surtout vous remercier. Bravo. Allez-y, cher monsieur. Allez-y. Oui, j'aurais une question. En fait, je suis les milieux architecture et puis Smart City, mais en fait, ça ne tient pas à ça. Par rapport à ce que vous avez indiqué de Costar, qui en fait est une entreprise qui a un énorme chiffre d'affaires et une capitalisation énorme également. Vous parlez en fait d'avoir des données, des open data. Dans quelle mesure vous avez également indiqué pour l'instant ils ne sont pas sur notre marché, mais dans la mesure où en fait il y aurait des données qui seraient ouvertes, quelle est l'implication par rapport à un tel acteur et comment se valoriserait, comment aurait-on une puissance équivalente ou oui, on pourrait parler à toute alternative. Jusqu'à maintenant, ils sont restés dehors. Donc ça veut dire que déjà, on les a empêchés d'entrer. On ne pourra pas toujours les empêcher d'entrer. C'est un petit peu... Je reprends ma comparaison Market Bloomberg. Hein. Tout le monde a trouvé que Bloomberg, c'était génial. Parce qu'on pouvait, au début, y trouver toutes les informations qu'il fallait aller piocher à droite et à gauche.
Et puis, du coup, les services de recherche des institutions financières et des investisseurs ont diminué en taille. Et ceux de Bloomberg ont grandi, et les prix de Bloomberg ont grandi, et vous connaissez la suite. Donc à un moment, je pense que c'est pour ça que je reviens sur cette notion de Google, de l'immobilier. Je pense que c'est l'intérêt du marché au sens large d'avoir un fournisseur de données, mais un fournisseur de données qui reste à sa place en tant que fournisseur de données et qui ne cherche pas à faire plus ou moins le métier des autres, qui lui apporte ces données. C'est important ça. En fait, pour être très clair, CoStar s'est développé au Canada, a acheté en Angleterre 5 boîtes, a acheté en Espagne une boîte, a acheté en Allemagne une boîte, est venu nous voir, il voulait nous racheter. Clairement, le modèle de CoStar, c'est un modèle industriel qui se déploie petit à petit dans chaque pays. On a vu Nokia s'est écroulé, d'accord, alors que c'était les leaders. Le risque de CoStar, tel que nous on le voit, c'est qu'il y ait d'autres modèles qui se créent à partir de l'usage. En fait, la récolte que fait CoStar, la récolte de la data, c'est un peu comme Boris dit, il faudrait un Bloomberg ou une fédération qui se partage la data. Je n'y crois pas une seconde. On a vu le modèle d'Imostat, on a vu le modèle comment s'appelle, de Webim. À un moment, le consensus permet d'éviter qu'il y ait une intrusion dans un marché, mais c'est un modèle qui est défensif. Ce qu'il faut, c'est un modèle agressif. Et ce modèle agressif peut battre des modèles comme CoStar, qu'à condition qu'il ait compris des usages et qu'il s'insère dans les usages pour récolter de la data et pour créer de la valeur. Et complètement, ce qu'on a vu, nous, apparaître, quand vous prenez des Waze, vous prenez tous ces modèles-là, c'est des modèles qui ont commencé à une data minimum, mais c'est une data de stock, et ils ont géré du flux. Et aujourd'hui, ils mesurent les flux parce qu'ils répondent à un besoin. Donc la vraie logique, pour moi, pour battre ces modèles comme CoStar, c'est d'imaginer une nouvelle façon de travailler qui permet, à travers les usages et les besoins du marché, donc il faut lutter contre les rigidités. Si par exemple, on imagine que le broker est omniprésent et centralise la data et empêche l'accès à la data, ça ne pourra pas marcher. Si à l'inverse, le broker commence à se dire « mais je libéralise la data et je crée des nouveaux services plus intelligents qui me permettent de créer plus de valeur et j'arrive comme ça à récupérer de la data encore plus pertinente », là, il aura un modèle qui sera puissant. Donc, et ça ne viendra sûrement pas du broker parce que c'est compliqué pour un broker de se réingénierer et d'accepter de perdre des honoraires sur un modèle qui existe, tout comme CoStar. S'ils doivent arriver à ça, ça va être difficile. Et on voit d'autres modèles, type VTS, enfin il y a plein d'autres modèles qui ont été créés, qui, à travers des outils d'aide à la commercialisation pour des investisseurs, récupèrent plein de data. Et aujourd'hui, ils sont capables de vous quantifier la demande placée, la demande qui circule, parce que derrière, ils ont créé un outil qui répondait à un usage et qui a récupéré la data. Donc, moi, je crois plus à dire comment les gens travaillent et comment le digital peut accompagner ça pour récupérer pour créer un vrai besoin, un vrai service, voire payer pas très cher, et que la vraie valeur que je vais récupérer, derrière, elle est bien plus grande à travers la data que je vais récupérer que le service que je vends. Et c'est là où il y a des nouveaux modèles, et je crois que là-dessus, c'est un changement de mindset total. Je ne sais pas si on est bien branché, parce que globalement, c'est peut-être les générations futures qui la réinventeront, mais CoStar est en position dominante aujourd'hui, mais demain, si ça se trouve, il sera balayé par un nouveau modèle. Et ça, il faut l'imaginer, parce qu'aujourd'hui, les modèles, ils ne sont pas de vitam aeternam. Hein. Blaise, on va être obligé de rendre la salle bientôt, mais on vous laisse répondre à cette dernière question. Je voudrais juste lancer peut-être une réponse peut-être un peu futuriste, mais elle est là. Est-ce qu'un modèle sur blockchain que tout le monde partage n'est pas la solution à cette question? Donc dans ce cas, effectivement, la blockchain appartient à tout le monde, elle n'appartient pas à un CoStar. Et si la donnée est vraiment de l'open data, comme c'était le titre de cette séance. Ce que vous soulignez, c'est encore une réponse par la technologie. La technologie, certes, accompagnera, et la réponse que vous formulez avec la blockchain, qui permettra un partage véritable, apportera en tout cas ces éléments pour devenir un tiers de confiance. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à créer ce tiers de confiance. Mais je pense qu'il y aura plein de tiers de confiance qui se créeront. Les banquiers envisagent de devenir des tiers de confiance. Les assureurs envisagent de devenir des tiers de confiance. Donc on va les retrouver à plein de chemins. On vous laisse la dernière question et on va être obligé de rendre la salle. En fait, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Réflexion. Alors allez-y. Quelque chose qui n'a pas été évoqué. En fait, pour l'instant, on a parlé de tout ce qui est de la normalité du fonctionnement, mais dans des opérations, il faut aussi prendre les situations au risque. Et en particulier, quand il y a la situation d'un incident, voire d'un incendie plus particulièrement. Et la question se retrouve sur la question de la valorisation effective du bâtiment et des responsabilités.
Et là, il y a d'autres enjeux qui se mettent en route, du coup. Merci pour votre dernière réflexion. Merci à tous pour cette aimable participation. Et puis, on va relancer nos programmes d'atelier. Donc, au plaisir de vous retrouver. Merci à tous.